grande table. Olivia Gesbert. Après l'esclavage raconté à ma fille, nous habitons la terre et murmure à la jeunesse, elle prend le temps de promener ses souvenirs dans les jardins de la littérature monde avec Baroque Sarabande chez Philippe Ray. L'ancienne garde des Sceaux jusqu'en 2016, députée de Guyane jusqu'en 2012, rend hommage aujourd'hui à ses compagnons de route littéraires. Christiane Taubira, bonjour. Bonjour Olivier Gesbert. Une structure musicale pour cet essai dansant, une sarabande plutôt qu'une valse où vos goûts littéraires forment une ronde dans la boucle du souvenir. Lire pour échapper, je crois, au bruit, écrivez-vous. C'est un livre apaisé, un livre silencieux, cet ouvrage que vous avez écrit. Silencieux, mais avec de l'harmonie, avec des mélodies, avec des sons qui s'invitent. C'est un livre de promenade, très sérieux, très sincèrement, de promenade, de joie, de plaisir et de partage surtout. C'est un livre à partir duquel j'ai voulu offrir à celles et ceux qui voudraient en lire quelques pages ou le lire en entier, leur offrir des souvenirs de joie, des souvenirs encore très vifs de joie, des promesses aussi de joie et de plaisir, mais surtout l'idée que ce que nous offrent les livres est toujours inattendu, même lorsqu'on a une intention en prenant un livre, notamment un livre de littérature ou de poésie, mais même un livre de la fiction ou des essais même. Il y a toujours plus on reçoit toujours beaucoup plus que ce qu'on était venu chercher. Alors il y a toutes vos Madeleines de Proust dans cette baroque sarabande, et il y a aussi quelques absents, forcément, difficile de faire le tour de tous et de toutes. On y retrouve notamment Yachar Kemal, auteur de Mehmet le Mince, Sony Laboutanzi, Assia Djebar, Aimé Césaire, Louise Michel, Toni Morrison, René Char ou même Homer. Des auteurs qui parlent encore à la jeunesse pour vous aujourd'hui, Christiane Taubira. Alors il y a inévitablement des absents parce que ça n'était pas un travail universitaire que j'effectuais, ça n'était pas non plus, je n'étais pas dans le souci de l'exhaustivité, je me faisais plaisir et j'avais le souci d'offrir du plaisir. Il y a des auteurs que les jeunes notamment ou que le grand public peuvent connaître, mais vraiment sans que j'ouvre la bouche ou que j'écrive une ligne. On n'a absolument pas besoin de moi pour certains auteurs. Donc il y a effectivement de grands absents qui sont de grands auteurs. Il y a des absents qui sont des auteurs plus modestes mais qui m'ont apporté du plaisir aussi. Voilà, ce livre n'a pas l'intention d'être une référence savante. Non, sinon ce serait une encyclopédie, parce que vous êtes une grande lectrice en plus. Il faudrait y passer plus que quelques nuits. J'ai mis quelques nuits à l'écrire. Ce serait difficile de retrouver tout le monde. Néanmoins, à l'heure où Daniel Pénac sort un nouveau livre en ce moment, plutôt dédié à son père, lui l'auteur de Comme un roman, qu'est-ce que vous diriez à la jeunesse d'aujourd'hui? Comment vous l'inviteriez à lire? D'abord, je l'inviterais à avoir un rapport de liberté totale avec les livres, un rapport de familiarité avec la littérature. Donc, éliminer toute angoisse, éliminer tout utilitarisme, éliminer tout ce qui fait que la littérature peut devenir une corvée ou une contrainte. La littérature est vraiment un puits insondable de plaisir. Et ça peut être un plaisir qui n'est pas ressenti en tant que tel, mais même lorsque la littérature nous fait simplement grandir, y compris en nous préoccupant, y compris en nous arrachant à nous-mêmes, à nos facilités, à nos habitudes, y compris en nous contrariant profondément, cette littérature nous fait cadeau. Elle nous fait cadeau et nous devons savoir recevoir ces cadeaux. Alors, heureusement que nous ne savons pas le faire à 13 ans comme nous le faisons à 26 ans ou comme nous le faisons à 58 ans. Heureusement. Ce qui veut dire que dans le rapport de liberté, il y a aussi la liberté d'abandonner un livre. Dans le rapport de familiarité, il y a aussi le fait de se retrouver en univers connu, mais le fait aussi d'accepter des choses qui nous sont complètement étranges. Moi, c'est ce que je dirais aux jeunes, d'avoir ce rapport-là à la littérature.
Vous racontez votre entrée en littérature, vous racontez ce parfum d'enfance, celui des livres que votre mère rapportait à la maison, jusqu'à la bibliothèque des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, du foyer Léon Gontran Damas, ainsi renommé de votre lycée, à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Vous racontez aussi comment Paris, une fois que vous y arrivez, devient la capitale de la littérature ou d'une certaine littérature. Les lieux de littérature deviennent pour vous le quadrilatère magique formé de Maspero, du Tiers-Mythe, de Présence africaine et de l'Armatan. Il y a quand même une rencontre qui se fait à un moment de nos vies autour ou avec la littérature. Vous diriez qu'elle s'est faite vraiment à quel moment pour vous? À toutes ces étapes que vous avez évoquées, ce sont des moments intenses, ce sont des moments déterminants même pour moi. Cette valise remplie de livres, donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas percé le mystère. Et bon, il y a une quinzaine d'années que j'ai décidé de ne plus chercher à percer le mystère. Donc cette valise remplie de livres a été une rencontre déterminante. J'ai lu des auteurs que je n'ai pas compris tout de suite. J'ai lu Gide, j'ai lu Balzac, je n'ai pas compris parce que c'était des univers sociaux et culturels qui m'étaient totalement étrangers. Pourtant, j'arrivais jusqu'à la dernière page de ces livres-là. Je les ai relus après et évidemment, j'ai perçu autre chose. Donc ces moments étaient déterminants. La bibliothèque de l'externat Saint-Joseph de Cluny aussi a été un moment déterminant, notamment du fait du parfum d'interdit qui pesait constamment sur les livres, c'est-à-dire que les livres sont là et en même temps nous n'avons pas totalement le droit d'y toucher ou de vouloir les lire. Et vous savez ce que l'interdit donne comme saveur à l'objet frappé d'interdit. Et puis, évidemment, arriver à Paris, pour moi, Paris, c'est d'abord une capitale littéraire quand j'arrive. C'est mon premier choc. Des librairies tout le long du boulevard Saint-Michel, parce que c'est le premier boulevard que j'ai fréquenté en le remontant de bas en haut et de haut en bas. Des librairies partout, tout le temps. En prenant une petite rue, il y a encore une librairie. En changeant d'arrondissement, il y a encore des librairies. Donc pour moi, c'était d'abord une capitale littéraire. Ensuite, Paris est devenue la capitale du monde parce que j'ai rencontré des personnes de toute provenance, de toute nationalité et engagées dans toutes sortes de combats. Donc j'ai rencontré le monde ici à Paris. J'ai pu m'engager sur des causes extrêmement différentes. Et donc j'ai aussi découvert des auteurs de ces lieux parce que ma curiosité a toujours été elle-même, et elle demeure d'ailleurs absolument inépuisable. Autre transgression, faire entrer par exemple la voix d'un poète guyanais dans une enceinte où on a peu l'habitude de l'entendre. Au printemps, on a commémoré les 5 ans de la loi autorisant le mariage pour tous. On repense à ce moment assez dingue où vous avez improvisé une réplique à Hervé Mariton en récitant un extrait du poème « Nous les gueux » du poète guyanais Léon Gontran Damas. C'était au Palais Bourbon. Écoutez. La différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits. Non, mais je les connais tous. Je connais Pigment, Névralgie, Black Label. Je les connais tous. Ne vous fatiguez pas. D'ailleurs, justement, je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit Léon Gontran Damas. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit, nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres. Qu'attendons-nous? Pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite. Si nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite? Et voilà, Monsieur Mariton, vous avez permis la rencontre de la justice et de la poésie. Donnez-moi l'illusion que je n'aurai plus à contenter le besoin étal des miséricordes ronflant sous l'inconscient dédain du monde. Rendez-les-moi mes poupées noires que je joue avec elles les jeux naïfs de mon instinct. Restez à l'ombre de ces lois, recouvrez mon courage, mon audace, redevenu moi-même, nouveau moi-même de ce que hier j'étais, hier sans complexité, hier, quand est venue l'heure du déracinement. Le seront-ils jamais cette rancune de mon cœur? À l'œil de ma méfiance ouvert trop tard, ils ont cambriolé l'espace qui était mien. La coutume, les jours, la vie, la chanson, le rythme, l'effort, le sentier, l'eau, la case, la terre en fumée grise, la sagesse, les mots, les palabres, les vieux, la cadence, les mains, les mesures, les mains, les piétinements, le sol. Rendez-les-moi mes poupées noires, poupées noires, noires.
Suivi dans sa voix, dans celle de Léon Gontran Damas, d'un extrait de ses Pigments. Christiane Taubira, vous entendre là porter haut et fort le verbe de ce poète que vous aimez tant, à la surprise générale, parce que c'est quand même un des moments marquants, même si petit à petit vous nous avez habitués à ce type d'effet. Vous pensez pouvoir toucher le cœur de ces hommes et de ces femmes qui étaient en face de vous en leur parlant littérature? C'est un geste politique aussi. C'est un geste profondément politique. D'abord, c'est un geste de franchise. Je pense qu'il faut être direct, et notamment lorsqu'on porte un combat de cette importance qui concerne la vie des autres, pas la sienne, mais la vie des autres, les libertés des autres, l'accomplissement de la citoyenneté des autres. Lorsqu'on porte un pareil combat, je pense qu'il faut être dans la franchise et dans la relation directe. Et les poètes m'aident effectivement à être dans la franchise, parce que leurs mots sont mieux choisis que les miens, ils sont plus percutants. Au moment où un extrait de poème me vient, c'est parce que... Il n'était pas calculé ce moment? Justement, c'est parce que ces mots sont arrivés... Je ne pouvais pas m'attendre au coup de Monsieur Mariton, pardon. Je ne pouvais pas le prévoir, le coup de Monsieur Mariton. Franchement... non, il n'était pas calculé, mais bon, pendant tous les débats, j'ai convoqué plusieurs poètes et des philosophes. J'ai eu besoin d'eux et ils sont venus avant que je les appelle. À plusieurs reprises, il m'est venu des citations de René Char pour répondre à un moment, à un comportement collectif avec des épines individuelles. Je voyais que c'était juste René Char qui, à ce moment-là, pouvait me permettre de leur envoyer en miroir leur comportement. Voilà, et Lévinas est arrivé, Machado est arrivé, de nombreux auteurs, poètes, philosophes sont arrivés au moment où j'ai besoin d'eux. C'est pour ça que je dis que ce sont vraiment mes compagnons de route et qui sont là, ils me font sillage. Voilà, donc à la fois vous dites qu'il y a toujours une littérature de combat et une littérature de résistance. On sent qu'avec vous, les livres vous ont quand même fourni des armes. Ces armes, ce sont des mots miroirs que vous pouvez tendre à ceux qui sont vos adversaires à un instant T. Une littérature qui vous éclaire. Vous définissez aussi la littérature, et c'est peut-être l'essentiel de ce livre, comme un autre rapport au temps. La littérature a ce pouvoir de rendre contemporains tous les lieux et toutes les époques du monde, les cultures et leurs glissements, les langues et leurs esquives, écrivez-vous, les langues et leurs détours. Et surtout, comme un moyen de créer un autre rapport à l'autre, avec cette citation en épigraphe de l'écrivain congolais Soni Labutanzi, « Je suis à la recherche de l'homme, mon frère d'antan, à la recherche du monde et des choses, mes autres frères d'antan. » C'est effectivement la curiosité de la littérature. C'est qu'elle arrive à nous parler au-delà des époques, au-delà des moments. Les mots, quand ils sont forts, peuvent nous toucher à travers tout. Oui, c'est sans doute la puissance de la littérature. Moi, tout ce que la littérature m'a apporté, elle me l'a apporté à mon insu. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu un rapport utilitariste. C'est pour ça que j'insiste là-dessus vis-à-vis des jeunes. J'ai lu pour le plaisir, y compris lorsque je cherche des réponses. Moi, je lis toutes les nuits depuis des dizaines d'années. J'ai aujourd'hui une librairie, non, une bibliothèque. Une bibliothèque consistante, j'en ai une à Paris, j'en ai une à Cayenne. Donc je rôde, je suis constamment entourée de livres, j'ai constamment à ma portée, à ma disposition, des trésors, les trésors des remèdes de l'âme, comme dit la bibliothèque d'Alexandrie, comme disait la bibliothèque d'Alexandrie. Donc j'ai toujours pris plaisir, y compris lorsque je cherche un livre précis, d'un auteur précis, sur un sujet précis. C'est du plaisir que je reçois, c'est-à-dire que j'ai une réponse à une interrogation, à une angoisse ou à un besoin de compréhension et d'explication. Donc je reçois, c'est toujours constamment un don. Voilà, qui est donc, je me mets en situation de le recueillir, ce don, de le recevoir. Et c'est d'abord un plaisir, mais ensuite ça nous forme, ça nous pétrit, ça nous construit, ça nous structure, et tout ça à notre insu. Donc on marche dans la vie accompagné de ce que nous a apporté la littérature. Mais vous dites remettre, Christiane Taubira, en fait, on commémore cette année aussi les 10 ans de la mort d'Aimé Césaire, l'un de vos camarades de route, souvent cité dans ses pages, le poète martiniquais qui habite une blessure sacrée, et vous, ça c'est ce que vous écrivez,
Une blessure sacrée, mais c'est aussi une blessure partagée pour vous. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez été blessé par la vie? Est-ce que la littérature a pu là agir comme pansement, cet aspect réparateur de la littérature? Alors, Césaire habite une blessure sacrée, il habite aussi un long silence et une soif inextinguible et un vouloir obscur. Et je crois que j'habite tout cela aussi. J'ai été blessée très souvent, j'ai été blessée comme enfant, petite fille noire en Guyane, où j'ai entendu que j'avais une coiffure de négresse, où j'ai subi de façon très évidente et flagrante pour tout le monde, y compris pour les autres enfants de la classe, des injustices, c'est-à-dire que ma meilleure note était coiffée par une meilleure note d'un devoir qui était moins bon, mais parce que c'était une petite fille blanche. Donc voilà, et c'était visible par les autres petites filles qui me ressemblaient. Donc il y avait parfois des mouvements dans la classe, mais heureusement les enfants souvent ils ont de la cruauté, mais ils ont une innocence qui fait une générosité immense. Parce que même ça ne nous séparait pas. C'est-à-dire que même cette petite fille qui avait eu une meilleure note sur un devoir moins bon que le mien, juste parce qu'elle était une enfant de fonctionnaire en fait, alors que peut-être qu'on voulait plaire à ses parents plus qu'il y avait moins de raisons de plaire à ma maman, à moi. Mais même ça n'a jamais entaché notre amitié. Ça n'a jamais. Nous étions capables, enfants, et pas moi toute seule, toutes les autres qui voyaient bien cette injustice flagrante, parce que je me souviens de mouvements dans la classe. En disant ah ben non mais c'est quand même Christiane la meilleure ou des choses comme ça, mais ça n'a jamais entaché notre amitié, notre affection. Donc alors des blessures j'en ai eu là, j'en ai eu après, j'en ai en tant qu'adulte, j'en ai eu en tant que garde des Sceaux, mais simplement la différence lorsqu'on a une enfant, on est confronté à ces blessures et on peut en être écrasé. Lorsqu'on est adulte et que comme moi, on a été à ce point nourri par la littérature, y compris justement la littérature de Césaire, c'est une littérature de combat, sans concession, mais d'une beauté extrême. Donc lorsque vous constatez qu'on peut interpeller le monde sans la moindre complaisance, mettre le monde au banc des accusés pour lui dire voilà ce que vous faites et voilà la violence de vos actions, mais le dire avec des mots, avec des images, avec des références, avec des suggestions qui sont juste sublimes. Vous savez que, en toutes circonstances, plus vous serez confronté à de la violence, plus de la beauté sera à votre portée. Donc voilà, les blessures, ça vous aide à marcher plus vite, ça vous aide à mieux dresser l'épaule, et ça vous aide à être attentif aux autres et à savoir que il vous reste toujours assez de force pour tendre la main aux autres. Et parfois, on trouve une forme de consolation dans la blessure des autres. Je pense à Nina Simone, que vous citez aussi dans ces pages. La musique qui la faisait, elle, tenir debout, cette légende de la soul music qui n'est pas donc absente de ce livre, de cette sarabande baroque, la vôtre, Christiane Taubira. Elle est disparue il y a 15 ans, c'était le 21 avril 2003, en France. Au Lucernaire, en ce moment, une pièce musicale lui rend hommage à la femme comme à la chanteuse, inspirée du roman de Gilles Leroy, Miss Nina Simone. C'était difficile. Avec Gina Djamba, qui est fabuleuse. Difficile d'être une femme et d'être une femme noire, ce qu'elle raconte aussi. Christiane Taubira est notre invitée jusqu'à 12h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Vous pouvez chanter du Nina Simone, vous, Christiane Taubira? Ben oui. Vous choisiriez laquelle? I can. Je vous écoute. Laquelle vous voulez? Sur commande. For Woman. Ah, j'aurais pas choisi celle-là. Oui, non, allez-y. Non, laquelle vous avez choisi? Non, je sais pas. Non, je ne connais pas forcément toutes, d'ailleurs. Alors, comment ça commence encore? My skin is black. My hair is woolly. My arms are long. My back is strong. Strong enough to take the pain, inflicted again and again. What do they call me? My name is Saffronia. Moi, j'aurais choisi Here Comes the Sun. Je l'adore, ça. Here Comes the Sun. Oui, mais c'est Beatles d'abord. Ah oui, un peu plus joyeuse. Here Comes the Sun. Alors moi, je chante faux, tout le monde a pu entendre ça. Merci beaucoup. Il y en a d'autres très belles. Voilà. It's a new day, it's a new dawn, it's a new... Elle vous fait du bien, Nina Simone? Nina Simone, oui, parce que quoi qu'on dise, elle a été invincible.
Elle a été invincible, invaincue et invincible. Donc voilà, moi je refuse de juger Nina Simone. Elle a ses excès. Elle est souvent dans la démesure, dans l'agressivité, mais elle a subi une telle violence, la violence raciste lorsqu'on est une gamine. Je pense que ça fait des blessures profondes et peut-être qui ne cicatrisent pas, peut-être qui ne se referment pas. Et lorsque ces blessures cicatrisent, parfois les cicatrices saignent encore. Donc voilà, je ne la juge pas, mais elle a un tel talent de pianiste et de chanteuse, et puis un tempérament, volcanique, puissant. Moi, elle me plaît beaucoup, Nina Simone, et voilà, elle m'inspire énormément. La musique, la littérature. Elle a vécu sa vie jusqu'au bout. Ouais. Et le théâtre, on évoquait en ce moment Miss Nina Simone sur les planches. Le théâtre, vous étiez tête d'affiche, Christiane Taubira, du dernier Festival d'Avignon, pour des lectures de grands textes politiques intitulés « On aura tout ». On sent que la scène, pour vous aussi, peut transcender le langage en portant haut le verbe. Et je voudrais qu'on parle, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, un peu de traduction. Vous évoquez Derrida et son idée que c'est par la langue qu'on accueille aussi la langue, cet acte d'hospitalité qui ne peut être que poétique. La langue comme un espace d'accueil, c'est aussi grâce à la traduction qu'on y parvient. La traduction, un exercice de reconnaissance. Écoutez ce qu'en dit André Markovitch, grand traducteur. La traduction, c'est un exercice de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord de gratitude envers l'autre que nous rendons accessible à nous-mêmes. Mais on le rend accessible à nous-mêmes, non pas en le transformant en nous-mêmes, mais en trouvant en nous-mêmes, dans les ressources de la langue française, de quoi rendre sa particularité. C'est pour ça que j'ai retraduit tout Dostoïevski, parce qu'on l'avait rendu français. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de montrer qu'on peut, en français, écrire autrement qu'un roman au XIXe siècle, écrire qu'un romancier français. C'est-à-dire rendre la langue française un peu étrangère. C'est ça. Et d'être reconnaissant envers l'étranger pour la richesse qu'il apporte à la langue française. Et oui, la traduction, c'est un exercice d'accueil. C'est-à-dire d'enrichissement de la langue française et par les particularités de l'étranger. La littérature, Christiane Taubira, est un espace de diversité culturelle, mais c'est aussi le lieu où on peut accueillir l'altérité. Sans aucun doute. Sans aucun doute. La littérature en soi est un exercice d'altérité parce que même lorsqu'on écrit en français, on écrit... c'est Édouard Glissant qui disait qu'on écrit en présence de toutes les langues du monde. Et c'est encore plus vrai, il le disait il y a plusieurs années, et je crois que la première fois qu'il a dit ça, ça doit remonter à une bonne quinzaine d'années, parce qu'il a beaucoup longtemps réfléchi sur ce qu'il appelait l'imaginaire des langues. Et aujourd'hui, c'est évident, y compris pour une personne qui ne réfléchit pas profondément, il est évident, la présence du reste du monde est évidente. Donc je pense que les écrivaines, les écrivains sont des personnes qui, plus que d'autres encore, ont cette sensibilité qui rend présente, tangible presque, la présence du reste du monde, donc aussi la présence des autres langues. Donc la littérature en soi, pour moi, est un exercice d'altérité. Je dis que c'est une conversation. C'est une conversation qui de la personne qui écrit avec elle-même, avec les autres, avec ses souvenirs, et c'est une conversation dans la mesure où le livre circule. Et la traduction, évidemment, est une conversation élargie. Et la conception qu'a André Markovitch de la traduction, et je crois, est la bonne. Même si je crois qu'il y a encore des choses à puiser, à fouiller, à interroger dans l'exercice qui consiste à passer, pas seulement d'une langue, mais d'un univers culturel, avec ses non-dits, avec ses codes, avec ses implicites, de passer de cet univers à un autre univers. La langue est le chemin, mais c'est un chemin bordé. Voilà, c'est un chemin non pas bordé au sens de limité, mais bordé avec des plantes, avec des oiseaux, avec des champs, avec des tas de choses qui ne sont pas du chemin lui-même, mais qui y participent. Et comme c'est une conversation élargie, il serait presque un peu idiot de ne discuter qu'avec des auteurs avec lesquels on est d'accord. C'est pas parce qu'on est en désaccord avec certains auteurs, et vous le rappelez, qu'il ne faut pas les lire, qu'il ne faut pas se conforter en permanence dans ses acquis, dans ce qu'on savait déjà. Vous évoquez 3 auteurs avec qui vous vous êtes un peu fâché au fil de vos lectures, mais que vous jugez ou qualifiez quand même de grands auteurs. Oui. Jack London d'abord, Borges aussi, à qui vous reconnaissez un grand talent littéraire, mais à qui vous
ne pardonnez pas ces contradictions politiques et certaines de ces connivences. Tocqueville, avec qui vous prenez aussi vos distances, parce qu'il s'était un tout petit peu trop accommodé de l'absence de droit pour les anciens esclaves. Vous précisez aussi que, selon vous, il serait bien simple d'interdire, écrivez-vous, et d'évoquer Jacques Chardon. On n'entre pas en lecture de Chardon sans frémir en pensant à ses positionnements politiques durant la Deuxième Guerre mondiale, à ses coupables complaisances, son active implication en Allemagne, puis auprès de Vichy, et pourtant, même traversé, flanqué, transpercé par une vision conservatrice, voire réactionnaire des rapports sociaux, quelle écriture! En pleine polémique sur la réédition des pamphlets antisémites de Céline, à l'édition aussi des œuvres de Charles Maurras, alors qu'on discute autour de cela, vous vous dites il ne faut rien interdire, il faut avoir confiance aussi dans le jugement du lecteur, l'aider à se former un sens critique. Je le dis sans pour autant considérer que c'est aussi simple. Il n'y a pas d'un côté ceux qui veulent interdire et ceux qui pensent qu'on peut tout publier. Je pense qu'il y a des précautions à prendre. Je pense, et notamment maintenant, que des œuvres et des ouvrages sont de toute façon accessibles. Et que l'interdit est une chimère. L'interdiction est une chimère. Par conséquent, je pense qu'il faut fournir des éléments d'accompagnement, d'interrogation, de bonne distance critique, de mise en cause même sur certains auteurs. Donc moi, je suis pas favorable à la censure comme ça, là, absolue, parce que en plus, je la pense inopérante, mais indépendamment du fait qu'elle est inopérante, parce que je crois qu'il faut au contraire apprendre aux gens à grandir, à surplomber, à surmonter, à dépasser, à surpasser. Et ça, il y a des personnes qui sont capables d'accompagner la lecture de certains auteurs ou de certains ouvrages. Céline, ce ne sont pas tous ses ouvrages, mais il y en a qui sont absolument abominables et insupportables. Mais il vaut mieux accompagner des jeunes ou du grand public à lire ces œuvres-là, ces ouvrages-là, plutôt qu'à simplement leur interdire. Et ils auront peut-être plus de curiosité et iront les lire sans filet de sécurité. Et puis vous rappelez qu'on ne fait pas non plus de beaux romans avec de bons sentiments. Ah, ça, c'est qu'il y a sûr. des écrivains grincheux, misanthropes et misogynes qui peuvent aussi écrire de bons livres. On terminera sur quelques-unes de vos Madeleine de Proust. Il y a des mots conciliants comme ceux de Patrick Modiano, des mots pointus et crochetés comme certains d'Éric Vuillard, les mots sans dentelle de Leila Slimani, des mots pleins d'embrun et de parfum de pierre et de vestiges comme ceux de Victor Segalen, les mots qui bondissent par-delà les confins comme ceux de Richard Powers, les mots sans miséricorde de Virginie Despentes. Il y a aussi les mots sans arrondi de Wole Soyinka, sans pénombre de Naguib Mahfouz, mots sans tristesse de Luis Sepulveda, les mots sans E de Georges Perec, sans mélancolie chez Romain Gary, sans patience chez Bertolt Brecht, mots sans absinthe de Lorraine Hansberry, sans rosée d'Alice Walker, les mots sans horizon de Julio Cortázar et les notes sans buée du Blue in Green de Miles Davis. Merci beaucoup Christiane Taubira. Baroque Sarabande, votre essai littéraire, un poil autobiographique, vient de paraître chez Philippe Ray. Je vous ai proposé de rester avec nous. Merci si vous le souhaitez pour la deuxième Oui. partie de l'émission. On serait ravis de vous avoir en compagnie donc de notre deuxième invité. On va ensemble refaire une histoire connectée à partir de l'Inde. Vous allez voir, cette discussion va vous plaire. Il s'appelle Sanja Subramaniam. Il est donc l'invité de la deuxième partie de la Grande Table avec vous, Christiane Taubira.